Chapitre 11. La franc-maçonnerie au XVIIIe siècle. 1. Les encyclopédistes. Voltaire a été l'un des premiers et des plus puissants agents de la Révolution. Elle se propose, avons-nous dit, après M. de Haller, après Léon XIII, après bien d'autres, et mieux encore d'après ses propres aveux, l'anéantissement de toute religion et le renversement de toute autorité. Voltaire s'est chargé de la première partie de ce programme, sinon en totalité, du moins en sa partie la plus haute, l'anéantissement de la religion du Christ. Conçut-il ce projet de lui-même, ou lui fut-il suggéré? Condorcet ne le dit point, mais il nous donne cette information. Ce fut en Angleterre que Voltaire jura de consacrer sa vie à ce projet, et il a tenu parole. Condorcet. Vie de Voltaire. Ce serment le fit-il dans son fort intérieur, ou le prêta-t-il à des conjurés? C'est cette dernière supposition qui paraît la plus vraisemblable. Ce fut en Angleterre, dit Condorcet. Or, à Sort, premier voyage en ce pays, 1725-1728, Voltaire fut reçu franc-maçon dans l'une des sodalités décrites par Toland dans son Pantelsaistikon, dédié Lectori Philométo et Philaleti. Cette appellation de Philalète sera celle d'une des loges de Paris les plus avancées dans le mouvement révolutionnaire. Pendant ses 3 ans de séjour sur le sol anglais, Voltaire mena la vie d'un Rose-Croix toujours ambulant et toujours caché. Nous ne sommes plus ici dans les ténèbres infranchissables des premières époques de la franc-maçonnerie, nous sommes, comme l'observe Claudio Jaunet, sur un terrain historique parfaitement sûr. C'est de l'époque du voyage de Voltaire en Angleterre et de son initiation dans la franc-maçonnerie par les Anglais que date la fondation des premières loges en France, du moins de celles constituées pour préparer la Révolution. Elles furent établies par des Anglais, et dans des villes où les relations avec eux étaient fréquentes. Telles furent celles de Dunkerque et de Mousse en 1721, de Paris en 1725, de Bordeaux en 1732, de Valenciennes en 1735, du Havre en 1739. L'Angleterre a eu toujours une grande part dans les révolutions du continent, et toujours elle a su en tirer un grand profit. La Révolution française a anéanti notre flotte, nous a fait perdre nos colonies, et a assuré à l'Angleterre l'empire des mers dont elle jouit depuis lors. La main de l'Angleterre a été également saisie dans la révolution dont souffre actuellement la Russie. À Voltaire s'adjoignirent d'abord d'Alembert, Frédéric II et Diderot. Voltaire fut le chef de la conspiration, d'Alembert en fut l'agent le plus rusé, Frédéric le protecteur, souvent le conseil, Diderot en fut l'enfant perdu. Tous 4 étaient pénétrés d'une profonde haine pour le christianisme. Voltaire parce qu'il en jalousait le divin auteur et tous ceux dont il a fait la gloire, d'Alembert parce qu'il était né le cœur méchant, Frédéric parce qu'il ne connaissait le catholicisme que par ses ennemis, Diderot parce qu'il était fou de la nature, dont il voulait, comme les humanistes, substituer le culte à celui du Dieu vivant. Ils entraînèrent un grand nombre d'hommes de tout rang dans leur conspiration. De retour à Paris vers 1730, Voltaire ne fit point mystère de son projet d'anéantir le christianisme contre lequel il avait déjà publié tant d'écrits. Monsieur Hérault, lieutenant de police, lui reprochant un jour son impiété, lui dit « Vous avez beau faire, quoi que vous écriviez, vous ne viendrez jamais à bout de détruire la religion chrétienne. » Voltaire répondit « C'est ce que nous verrons. » Condillac, Vie de Voltaire. Il disait encore « Je suis las de leur entendre répéter que 12 hommes ont suffi pour établir le christianisme, et j'ai envie de leur prouver qu'il n'en faut qu'un pour le détruire. Mais ce qui montre le mieux son dessein, c'est le mot qui revient constamment sous sa plume et sur ses lèvres. Tous les conspirateurs, dit Baruel, ont un langage secret, un mot du guet, une formule inintelligible au vulgaire, mais dont l'explication secrète dévoile et rappelle sans cesse aux adeptes le grand objet de leur conspiration. La formule choisie par Voltaire consista dans ces 2 mots, « écraser l'infâme ». Ce qui m'intéresse, écrivait-il à Damy Laville, lettre du 15 juin 1762, c'est l'avilissement de l'infâme. Engagez tous les frères à poursuivre l'infâme de vive voix et par écrit, sans lui donner un moment de relâche. Faites, tant que vous pourrez, les plus sages efforts pour écraser l'infâme. On oublie que la principale occupation doit être d'écraser l'infâme. Telle est notre situation que nous sommes l'exécration du genre humain, si, dans cet effort, nous n'avons pas pour nous les honnêtes gens, les gens de haute condition. Il faut donc tous les avoir, à quelque prix que ce soit. Écraser l'infâme, vous dis-je. Lettres à Damy Laville, à d'Alembert, à Tercot, à Saurin. Quelle est cette infâme qu'il fallait ainsi poursuivre sans relâche, avilir, écraser, à quelque prix que ce fût,
et par les efforts de tous les conjurés. Dans la bouche de Voltaire, et dans celle de tous ses adeptes, ces mots signifiaient constamment « écraser la religion qui adore Jésus-Christ ». Les preuves abondent dans leur correspondance. Écraser l'infâme, c'est défaire ce qu'ont fait les apôtres. C'est combattre celui qu'ont combattu les déistes et les athées. C'est courir su à tout homme qui se déclare pour Jésus-Christ. C'est le sens qui attache Voltaire, et ce sens n'est pas moins évident sous la plume des autres. Le christianisme, la secte chrétienne, la superstition christicole sont synonymes sous la plume de Frédéric. D'Alembert est plus réservé dans l'usage de ce mot, mais il le prend toujours dans la pensée que Voltaire y attache. Les autres conjurent n'entendant pas autrement le mot du guet. Ils ne le trouvent pas trop fort pour exprimer le vœu diabolique qui est dans leur cœur. L'étendue qu'ils donnent à leur complot ne doit pas laisser sur la terre le moindre vestige de la doctrine et du culte du divin sauveur. Les conjurés se trouvèrent complètement organisés au retour de Voltaire après son séjour en Prusse, vers la fin de 1752. Pour écraser l'infâme, le moyen qu'ils crurent devoir employer avant tout autre fut d'attaquer la foi dans les âmes. Miner sourdement et sans bruit l'édifice, écrivait Frédéric à Voltaire, c'est l'obliger à tomber de lui-même. 29 juillet 1775. Cependant, même en cela, d'Alembert avertissait d'être prudent et de ne vouloir point arriver trop vite. Si le genre humain s'éclaire, disait-il en constatant l'effet produit par l'encyclopédie, c'est qu'on a pris la précaution de ne l'éclairer que peu à peu. Les conjurés faisaient de l'encyclopédie le dépôt de toutes les erreurs, de tous les sophismes, de toutes les calomnies inventées jusque-là contre la religion. Mais il était convenu qu'elle ne verserait le poison que de façon insensible. Un art admirable fut employé pour arriver à ce résultat. Sans doute, écrivait d'Alembert à Voltaire, nous avons de mauvais articles, c'est-à-dire des articles orthodoxes, de théologie et de métaphysique. Avec des censeurs théologiens et un privilège, je vous défie de les faire meilleurs. Il y a des articles moins au jour où tout est réparé. Lettre du 24 juillet 1757. On savait profiter des occasions pour glisser ces articles réparateurs. Pendant la guerre des parlements et des évêques, avait écrit Voltaire à d'Alembert l'année précédente, 13 novembre 1756, vous aurez le loisir de farcir l'encyclopédie de vérité qu'on n'aurait pas osé dire il y a 20 ans. Et à Damilaville. Je mets toutes mes espérances dans l'encyclopédie. Lettre du 23 mai 1764. De fait, elle fut, au dire de Diderot, un gouffre où des espèces de chiffonniers jetèrent pêle-mêle une infinité de choses malvenues, mal digérées, bonnes, mauvaises, incertaines, et toujours incohérentes. Et cela, parce que, d'après le même, on voulait insinuer ce qu'on ne pouvait dire ouvertement sans révolter. Tandis qu'ils cherchaient à ébranler les fondements de la foi, les conjurés travaillaient à faire disparaître ses défenseurs, et tout d'abord, les religieux. Ce fut le second moyen qu'ils employèrent pour arriver à leur fin. Dès 1743, Voltaire fut chargé d'une mission secrète auprès du roi de Prusse, dans le but de séculariser les principautés ecclésiastiques. En France, il n'y avait pas d'électeurs ecclésiastiques à dépouiller, mais il y avait des ordres à supprimer. Les premiers attaqués furent les jésuites. Choiseul donna la raison de ce choix. L'éducation qu'ils donnent étant détruite, tous les autres corps religieux tomberont d'eux-mêmes. On sait comment ils arrivèrent à leur suppression. Le troisième moyen fut le colportage. La correspondance des conjurés les montre attentifs à se rendre compte mutuellement des ouvrages qu'ils préparent contre le christianisme, du fruit qu'ils en attendent, de l'art avec lequel ils s'emploient à en assurer le succès. Ils les faisaient imprimer pour la plupart en Hollande, et il en paraissait de nouveaux chaque mois. Pour obtenir la faculté de les répandre, ils avaient à la cour des hommes puissants, même des ministres qui savaient faire taire la loi et favoriser ce commerce d'impiété. C'est en reconnaissance de cet étrange usage de l'autorité qui leur était confiée que Voltaire s'écriait « Vive le ministère de France, vive Choiseul !» Lettre à Marmontel, 1767. Malesherbes, qui avait la surintendance de la librairie, était pour cette propagande d'intelligence avec d'Alembert. Il montrait dans ses fonctions une partialité odieuse en faveur des encyclopédistes. Il rayait des articles de Fréron tout ce qui aurait pu gêner leur œuvre. Cet homme guillotiné à 70 ans avait fait tout ce qui était en son pouvoir pour propager les idées dont il devait mourir et combattre celles qui auraient pu sauver la société. Dans leur correspondance, les conjurés se félicitent sur les succès qu'ils obtiennent en Suisse, en Allemagne, en Russie, en Espagne, en Italie. Ce qui montre que dans leur pensée,
le complot avoué d'anéantir le christianisme n'était point limité à la France. M. Brunetière l'a fait remarquer. L'encyclopédie était une œuvre internationale. Relativement à l'Angleterre, ils n'ont aucune sollicitude. Elle regorge, disent-ils, de Sociniens. Pour ce qui est de la France, Voltaire et d'Alembert se plaignent des obstacles qu'ils y rencontrent, malgré ce que nous venons de dire de l'aide qu'ils trouvaient dans les hautes régions. Là où ils ne pouvaient répandre les écrits ouvertement impies ou licencieux, ils en publiaient d'autres ayant pour but de mettre en vogue les grands mots de tolérance, raison, humanité, dont la secte n'a point cessé de faire usage, fidèle à la recommandation de Condorcet, qui lui disait d'en faire son cri de guerre, esquisse du tableau historique des progrès, époque 9. Bertin, chargé de l'administration, la cassette du roi, comprit le danger de cette propagande et porta son attention sur les colporteurs. Il vit quels livres ils répandaient dans les campagnes. Interrogés par lui, ils dirent que ces livres ne leur coûtaient rien, qu'ils en recevaient des ballots sans savoir d'où cela leur venait, avertis seulement de les placer dans leurs courses au prix le plus modique. Les instituteurs en étaient également gratifiés. À des jours et heures marqués, ils réunissaient les ouvriers et les paysans, et l'un d'eux faisait à haute voix lecture du livre qui avait servi à le corrompre lui-même. C'est ainsi que les voies à la Révolution étaient préparées, jusque dans les classes infimes de la société. Les recherches que fit Bertin pour remonter à la source de cette propagande le conduisirent à un bureau d'instituteurs, créé et dirigé par d'Alembert. Ce bureau s'occupait aussi de procurer des instituteurs au village et de placer des professeurs dans les collèges. Les adeptes, répandus de côté et d'autre, s'informaient des places vacantes, en instruisaient d'Alembert et ses coadjuteurs et donnaient en même temps des renseignements sur ceux qui se présentaient pour les remplir. Avant de les y envoyer, on leur traçait la règle de conduite à suivre et les précautions à prendre suivant les lieux, les personnes et les circonstances. Déjà alors, la franc-maçonnerie avait compris que nul ne pouvait mieux répandre ses idées, mieux servir ses desseins que l'instituteur. Pour s'emparer du peuple, on eut recours à d'autres moyens encore. Baruel signale particulièrement celui employé par ceux qui se faisaient appeler économistes, parce qu'ils se donnaient comme amis du peuple, soucieux de ses intérêts, désireux de soulager sa misère et de faire observer plus d'ordre et d'économie dans l'administration. La race n'en est point perdue. Leurs ouvrages, dit Baruel, sont remplis de ces traits qui annoncent la résolution de faire succéder une religion purement naturelle à la religion révélée. En preuve, il apporte l'analyse qu'il fait de ceux de M. Le Gros, prévôt de Saint-Louis du Louvre. Ces économistes avaient persuadé Louis XV que le peuple des campagnes et les artisans des villes croupissaient dans une ignorance fatale à eux-mêmes et à l'État, et qu'il était nécessaire de créer des écoles professionnelles. Louis XV, qui aimait le peuple, saisit ce projet avec empressement, et se montra disposé à prendre sur ses revenus propres pour fonder ces écoles. Bertin l'en détourna. Il y avait longtemps, dit-il, que j'observais les diverses sectes de nos philosophes. Je compris qu'il s'agissait bien moins de donner aux enfants du laboureur et de l'artisan des leçons d'agriculture que de les empêcher de recevoir les leçons habituelles de leur catéchisme ou de la religion. Je n'hésitais pas à déclarer au roi que les intentions des philosophes étaient bien différentes des siennes. Bertin ne se trompait point. Baruel rapporte les aveux et les remords qu'exprima, 3 mois avant sa mort, un grand seigneur qui avait rempli les fonctions de secrétaire de ce club des économistes. Nous n'admettions dans notre société que ceux dont nous étions bien sûrs. Nos assemblées se tenaient régulièrement à l'hôtel du baron d'Holbach. De peur que l'on en soupçonnât l'objet, nous nous donnions le nom d'économistes. Nous eûmes Voltaire pour président honoraire et perpétuel. Nos principaux membres étaient d'Alembert, Turgot, Condorcet, Diderot, La Harpe, Lamoignon, garde des Sceaux, et d'Amy-Laville, à qui Voltaire donne pour caractère spécial la haine de Dieu. Pour achever d'éclairer le roi, Bertin lui dévoila le sens de ces demi-mots « extraire lymphe », par lesquels Voltaire terminait un si grand nombre de ses lettres. Il ajouta que tous ceux qui recevèrent de Voltaire des lettres terminées par l'horrible formule étaient ou membres du comité secret ou initiés à ces mystères. Ce club avait été fondé entre les années 1763 et 1766. Au moment où la Révolution éclata, il travaillait donc depuis 23 ans au moins à séduire le peuple, sous le spécieux prétexte de lui venir en aide et de soulager ses maux. Pour arriver au grand but de leur conjuration, les sectaires crurent qu'il ne suffisait point d'employer les moyens généraux que nous venons de dire et auxquels tous devaient concourir d'un commun effort. Ils s'attribuèrent chacun une besogne particulière
à laquelle ils se consacrèrent plus spécialement. Voltaire s'était chargé des ministres, des ducs, des princes et des rois. Quand il ne pouvait approcher le prince lui-même, il le circonvenait. Il avait placé près de Louis XV un médecin, Quesnay, qui sut si bien s'emparer de la direction des idées du roi que celui-ci l'appelait son penseur. Et le moyen choisi par le penseur pour s'immiscer dans l'esprit du roi était celui employé par les économistes, appeler son attention sur ce qui pouvait faire le bonheur du peuple. D'Alembert fut chargé ou se chargea de recruter de jeunes adeptes. « Tâchez, lui écrivait Voltaire, tâchez, de votre côté, d'éclairer la jeunesse autant que vous le pourrez. » 15 septembre 1762. Jamais mission ne fut remplie avec plus d'adresse, de zèle et d'activité. D'Alembert s'établit le protecteur de tous les jeunes gens qui vinrent à Paris avec quelque talent et quelque fortune. Il se les attachait par les couronnes, les prix, les fauteuils académiques dont il disposait à peu près souverainement, soit comme secrétaire perpétuel, soit par ses intrigues. Son influence et ses manœuvres en ce genre s'étendèrent bien au-delà de Paris. « Je viens », écrivait-il à Voltaire, de faire entrer à l'Académie de Berlin Helvétius et le chevalier de Jaucourt. Il donnait des soins tout particuliers à ceux qu'il destinait à former d'autres adeptes en leur faisant confier les fonctions de professeur ou de précepteur. Il réussit à en placer dans toutes les provinces de l'Europe et tous le tinrent au courant de leur propagande philosophique. « Voilà, mon cher philosophe », écrivait-il à Voltaire dans la joie de sa méchante âme. Voilà ce qui a été prononcé à Cassel le 8 avril 1772 en présence de Monseigneur le landgrave de Hesse-Cassel, de 6 princes de l'Empire et de la plus nombreuse assemblée par un professeur d'histoire que j'ai donné à Monseigneur le landgrave. La pièce envoyée était un discours plein d'invectives contre l'Église et le clergé. C'était surtout auprès des jeunes princes destinés à gouverner les peuples qu'il importait aux conjurés de placer des instituteurs initiés au mystère. Leur correspondance montre leur attention à ne pas négliger un moyen si puissant. Ils usèrent de tous les artifices pour mettre auprès de l'héritier de Louis XVI un prêtre disposé à inspirer leurs principes à son illustre élève, comme ils avaient réussi à placer l'abbé Condillac auprès de l'infant de Parme. Cependant, il ne fut pas donné aux conjurés de voir le philosophisme assis sur le trône des Bourbons, comme il l'était sur les trônes du Nord. Mais Louis XV, sans être impie, sans pouvoir être compté au nombre des adeptes, n'en fut pas moins une des grandes causes du progrès de la conjuration antichrétienne. Il y fut par la dissolution de ses mœurs et la publicité de ses scandales. De plus, Louis XV s'entoura ou se laissa entourer de ministres sans foi, qui eurent des rapports intimes avec Voltaire et ses conjurés. Baruel consacre les chapitres 12 à 16 de son premier volume à faire connaître les conquêtes qu'ils firent parmi les têtes couronnées, les princes et les princesses, les ministres, les grands seigneurs, les magistrats, les gens de lettres, et enfin, hélas, dans le clergé. Il est vrai de dire que les conjurés tirés du corps ecclésiastique étaient presque tous de ceux que l'on appelait les abbés de cour. Baruel rend un hommage bien mérité à l'ensemble du clergé de France à la veille de la Révolution. Il loue particulièrement les ecclésiastiques qui, par leurs écrits, s'efforcèrent d'entraver la corruption des esprits si ardemment poursuivis par les conjurés.